Et si tout ce qu'on nous a dit sur le travail, sur la carrière, n'était pas un progrès, mais en fait une perte? C'est une question assez radicale. Aujourd'hui, on va plonger dans un débat un peu oublié, mais qui pourrait bien, justement, tout changer dans notre façon de voir le travail, le genre et même la société. Alors, voilà la question de départ. Est-ce que la carrière, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est vraiment ça, l'émancipation? On a tous grandi avec cette idée que l'accès au salariat, c'était le Graal, le but ultime de la libération pour tout le monde. Mais, et si c'était exactement l'inverse? Eh bien, dans les années 70, il y a un penseur assez radical, Ivan Illich, qui a balancé une véritable bombe. Pour lui, cette fameuse émancipation par le travail, c'est un piège, un leurre. Il dit qu'en gagnant un salaire, on a en fait perdu quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est quand même une idée assez dérangeante, non? Allez, on creuse. Pour bien suivre la pensée d'Illich, il faut d'abord faire un détour par un concept qu'il a développé, celui de genre vernaculaire. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa critique de notre société industrielle. Illich voit l'histoire un peu comme une pièce en 3 actes. Le premier acte, c'est ce monde ancien, l'ère du genre vernaculaire. Ensuite vient le grand tournant, avec la montée de l'économie, de l'argent. Et le troisième acte, eh bien c'est nous, c'est notre époque. Il l'appelle l'ère du neutre économique, ce moment où on est tous devenus, en théorie, des travailleurs interchangeables. Ok, mais alors, c'est quoi concrètement ce genre vernaculaire? Il faut imaginer une société où les tâches des hommes et des femmes sont très distinctes. Mais, et c'est là que c'est crucial, le moins important, ce n'est pas séparation, c'est complémentarité. Les tâches n'étaient pas interchangeables, mais l'un dépendait de l'autre et vice-versa. Et pour Illich, c'est précisément dans cette interdépendance que se nichait une forme d'égalité. La logique de ce système est assez fascinante, il faut le reconnaître. Cette interdépendance, elle forçait un respect mutuel. Puisque les savoir-faire n'étaient pas les mêmes, ça mettait aussi une limite, une sorte de frein naturel à l'exploitation de la nature. Et puis il y a cette idée peut-être la plus profonde qu'Illich appelle un silence. C'était une sorte de reconnaissance que les deux mondes, celui des hommes et celui des femmes, étaient distants et que donc l'un ne pouvait pas parler au nom de l'autre ni le dominer. Ce tableau résume parfaitement le fossé entre les deux. L'union d'autrefois, le mariage vernaculaire, ce n'était pas juste l'union de deux personnes, c'était l'alliance de deux communautés de travail, de savoir-faire qui se rejoignaient pour renforcer l'économie locale, la subsistance. Le mariage moderne, à l'inverse, c'est quoi? C'est l'union de deux individus isolés. Ça crée une petite unité, mobile, manipulable, qui dépend de l'argent pour vivre, bref, le couple parfait pour les besoins de l'industrie. Sauf qu'Illich n'était pas seul à penser à tout ça. En parallèle, il y a eu un dialogue, parfois un débat assez vif, avec un groupe de penseuses vraiment importantes, les féministes de la subsistance. Et leur point de vue, il change complètement la donne. Le prolétaire est mort, longue vie à la femme au foyer. C'est une citation coup de poing de Claudia von Werloff, une des figures de ce courant. C'est provocateur, bien sûr, mais ça résume parfaitement leur idée centrale. Pour elle, si on veut vraiment comprendre le capitalisme, la figure à observer, ce n'est pas le travailleur à l'usine, c'est la femme au foyer. Et pour illustrer ça, elles ont une métaphore absolument géniale, l'iceberg. Ce qu'on voit, la petite pointe qui dépasse de l'eau, c'est le travail salarié, ce qui est compté dans le PIB, l'économie officielle. Mais en dessous, il y a cette masse énorme, invisible, qui soutient tout le système. Et c'est quoi? C'est le travail domestique, le travail de subsistance, le travail des enfants, et même, à la base de tout, le travail gratuit de la nature. À partir de là, elle développe un concept au nom un peu compliqué, c'est vrai, la Hausfrauisierung. On pourrait le traduire par ménagérisation. L'idée, en fait, elle est assez simple et percutante. Pour elle, le capitalisme ne veut pas du tout nous rendre neutres, comme le pensait Illich. Au contraire, il cherche à faire de nous tous, hommes et femmes, des sortes de femmes au foyer idéales, dévouées, toujours disponibles et qui travaillent sans jamais compter leurs heures. Mais alors, pourquoi ce modèle serait-il le super travailleur du capitalisme? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, la figure de la femme au foyer est socialisée pour être dévouée à sa tâche. Ensuite, son lieu de travail se confond avec son lieu de vie, ce qui fait exploser la frontière entre les deux. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, elle a la capacité biologique de reproduire la prochaine génération de travailleurs. C'est un pouvoir immense que le système cherche à tout prix à contrôler. Donc on a deux visions qui s'opposent, celle d'Illich et celle des féministes. Mais, malgré leurs désaccords, il y a un point fondamental sur lequel ils sont complètement d'accord. Tous les deux décrivent l'arrivée du capitalisme industriel, non pas comme une évolution, mais comme une véritable guerre. Et cette guerre a un nom. C'est une guerre contre la subsistance. Ça veut dire quoi exactement? C'est tout simplement une attaque en règle, systématique, contre la capacité des communautés à subvenir elles-mêmes à leurs besoins. À vivre en fait, sans dépendre entièrement de l'argent et du marché. Et comment cette guerre a-t-elle été menée? Eh bien, avec plusieurs armes, plusieurs leviers. Levier numéro 1. Valoriser le travail payé, le cash, pour attirer les gens loin de leurs terres. Deuxièmement, détruire les savoir-faire locaux,
notamment avec une école qui vient dévaloriser les connaissances traditionnelles. Troisième levier, privatiser les biens communs, ces terres, ces forêts qui étaient essentielles à la survie de tous. Et enfin, le coup de grâce, effacer la culture de la subsistance elle-même, pour que les gens ne sachent tout simplement plus comment se débrouiller en cas de crise. Bon, le constat est assez sombre. Alors, on fait quoi? C'est là que les chemins d'Illich et des féministes se séparent une nouvelle fois, et c'est intéressant parce que ça nous ouvre des pistes très différentes pour imaginer l'avenir. Pour résumer leur point de rupture, on pourrait dire ça comme ça. Pour Illich, le but ultime du capitalisme, c'est le neutre économique. Un travailleur interchangeable, sans genre. Mais pour les féministes, pas du tout. L'horizon, c'est la femme au foyer universelle, c'est-à-dire une main-d'œuvre qui est, elle, féminisée et entièrement dévouée. Et Illich, face à son propre diagnostic, termine son livre sur une note assez pessimiste, il faut bien le dire. Il avoue, presque avec désarroi, « Je n'ai pas de stratégie à offrir, je refuse de spéculer sur une quelconque cure. » C'est une forme de capitulation. Les féministes, par contre, elles, ne jettent pas l'éponge, loin de là. Elles proposent une autre voie, qu'elles appellent la perspective de la subsistance. L'idée est à la fois simple et complètement radicale. Il s'agirait de redistribuer le travail de subsistance, le travail qui permet de prendre soin de nos besoins fondamentaux, à tout le monde. Hommes, femmes, riches, pauvres, tout le monde s'y met. Et si on essayait de faire une synthèse de tout ça? Un concept assez puissant pourrait émerger, celui de maisonnée. Mais attention ici, maisonnée, ça ne veut pas dire la petite famille nucléaire, pas du tout. C'est bien plus large, c'est un collectif d'humains, oui, mais aussi de non-humains, les animaux, les plantes, les outils, tout ce qui compose un lieu, qui ensemble prennent soin de cet endroit pour assurer leur subsistance commune. Et là, ça change tout. Ce concept de maisonnée opère un basculement radical. Le point de départ, ce n'est plus l'humain, l'anthropocentrisme, mais le lieu, le topocentrisme. La question centrale devient alors, non pas qui suis-je, homme ou femme, et quel est mon rôle, mais plutôt de quoi cet endroit a-t-il besoin pour qu'on puisse y vivre. Et d'un coup, les rôles de genre rigides s'effacent au profit d'une négociation constante, dynamique, sur les tâches à faire. Ce qui nous amène à cette question pour finir. Et si on imaginait des communautés qui s'organisent non plus en fonction de qui on est, de nos identités, mais en fonction du travail à faire ensemble pour prendre soin du lieu qu'on appelle notre maison? C'est une sacrée piste de réflexion, n'est-ce pas?